donne le bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Chers amis, chers collègues, dans l'état de siège, le personnage de la peste, dans le discours qui clôt la première partie, exprime son mépris pour le désordre et les incapacités des habitants de Cadix. La peste alors s'adresse à eux en affirmant qu'ils se conduisent à l'espagnol. Ici, au Collège d'Espagne de la Cité universitaire de Paris, à l'espagnol veut dire disponibilité, générosité et compétence afin que des rencontres comme celle-ci puissent avoir lieu. Je commencerai donc par remercier encore une fois Juan Ojeda, le directeur de la maison, mais aussi la responsable des activités culturelles, Stéphanie Mignot, qui depuis environ 14 mois répond toujours avec la même gentillesse à mon avalanche de messages. Cela, juste pour commencer avec les remerciements, car la liste est longue. Cependant, ce moment constitue un plaisir. Le plaisir de pouvoir mentionner ceux qui ont contribué à rendre possible cet événement. Je m'adresse d'abord à la Société des études camusiennes, qui, avec une expérience de plus de 30 ans dans l'organisation d'événements scientifiques sur l'œuvre de Camus, n'a pas seulement accepté l'intrusion d'un inconnu, mais a soutenu depuis le premier vagissement le projet Camus et le siècle d'or. Mais parler de la SEC peut sembler de mentionner une entité indéfinie. En revanche, il s'agit d'une association qui fonctionne grâce principalement aux compétences de 4 personnes. Je veux citer la présidente Agnès Spiquel, qui n'est pas ici et qui m'a envoyé un petit mot qui m'a beaucoup touché. Et encore Anne Proutot, qui à son tour organise un colloque à Angers, Camus et les vertiges du sacré, qui aura lieu le 20 et 21 octobre. Mais je veux dire merci aussi à Anne-Marie Tournebise, qui s'est occupée aujourd'hui de l'accueil des participants. Et une pensée de gratitude particulière va à Marie-Thérèse Blondeau, vice-présidente de la SEC, car c'est elle à laquelle je me suis adressé en premier en pensant à ce projet. Parmi les autres partenaires actifs, je citerai l'HAR, Histoire des arts et des représentations, laboratoire de l'Université de Paris-Ouest Nanterre, qui regroupe les départements d'histoire moderne, d'histoire contemporaine, de philosophie, de cinéma et bien évidemment de théâtre. Et surtout une personne, le professeur Christian Bier, qui, à part ses mérites scientifiques, que je rappellerai brièvement tout à l'heure au moment de sa conférence, est pour moi un exemple de passion pour son travail, un exemple de grande patience, car il a réussi à mener à bien même mon travail de thèse. J'ajouterai que c'est grâce à lui que j'ai eu le désir de regrouper des spécialistes de questions littéraires et théâtrales en vue d'échanges qui visent à une pluridisciplinarité et un dialogue entre des domaines différents. Que dire des participants ? Tout le monde est arrivé au Collège d'Espagne à ses propres frais. C'est grâce à Camus, au siècle d'or, au théâtre, à Paris, à ce beau lieu. C'est certainement grâce à toutes les personnes et institutions que je viens de citer. Enfin, je voudrais remercier également ceux qui ont répondu positivement à mon invitation et qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Peut-être il y aura une autre occasion. Et là, c'est carrément une menace que j'adresse au Collège d'Espagne. Je parlerai à présent des raisons scientifiques qui sont à la base des travaux de ces 2 journées. Et le nom de Jean Canavaggio apparaît en évidence. Je l'ai contacté à l'occasion du colloque sur Prosper Mérimée et j'ai eu la chance que ce projet lui a plu. Alors, merci à M. Canavaggio pour son accueil, pour son encouragement et pour son soutien. Mais pourquoi un colloque sur le théâtre de Camus et le siècle d'or ? Dans les raisons qui vont suivre, je n'ai pas établi des hiérarchies. D'abord, l'actualité du théâtre de Camus. Il suffit de relire l'avant-propos du Chevalier d'Olmedo dans notre Europe de cendres pour essayer de comprendre ou d'interpréter le panorama politique actuel. Je pourrais continuer en citant les justes pour le terrorisme, ou l'état de siège pour les totalitarismes ou les pseudo-totalitarismes. Et je pourrais continuer en disant que l'on pourrait utiliser Caligula pour se pencher sur le sens de la mort, ou sur la démesure dans le pouvoir, ou le sens du pouvoir qui peut, son contrôle, engendrer la démesure. Mais aussi les liens personnels entre l'Espagne et Camus sont connus, mais ils sont loin d'être épuisés.
On peut mentionner, sans anticiper, les citations ou les références que nous entendrons au long de ces 2 journées, c'est-à-dire le côté maternel, la présence de la culture espagnole en Algérie, les couleurs, la lumière de la Méditerranée, pour arriver jusqu'à la guerre civile. Parmi les intentions du colloque, prime celle de passer l'œuvre de Camus et de sa pensée et pratique théâtrale au tamis de ses affirmations sur le siècle d'or. Mais qu'est-ce que donc ce siècle d'or? Un point de perfection catégorisé par la historiographie, une fascination mêlée peut-être de nostalgie partagée par Camus et certains de ses contemporains. Pour entamer une réflexion, l'apport des spécialistes du siècle d'or, il m'a paru indispensable, essentiel. Pourquoi colloque pluridisciplinaire? Parce qu'il s'agit de réunir des chercheurs en études littéraires, en études théâtrales, en histoire, en études de genre, et c'est là non seulement pour le XVIe ou XVIIe siècle en Espagne ou le XXe siècle en France, mais sur d'autres périodes aussi, en vue de créer un dialogue entre des domaines différents. Cependant, les raisons de la passion de Camus pour le théâtre du siècle d'or sont profondes et dépassent celles de son attachement avec l'Espagne. Elle n'inclut pas non plus l'intégralité du théâtre espagnol. Le théâtre espagnol contemporain est apprécié par Camus, comme on peut le lire dans la lettre qu'il adresse à Jean Grenier le 20 février 1946. Je cite. Pour le reste, Paris est ce que vous savez. Le printemps a fait une petite apparition au soulagement de tous. La fièvre existentialiste est tombée d'1 ou 2 degrés. 2 théâtres jouent Lorca, un autre Valle-Inclán. On découvre l'Espagne, mais c'est une Espagne à sang froid. Fin de la citation. Quelle est cette Espagne à sang froid? Cette question justifierait une étude à elle seule, mais donnons juste quelques informations. Camus se réfère à 3 spectacles. Mariana Pineda, considérée comme la première pièce de García Lorca, qui est montée au théâtre Charles de Rochefort, aujourd'hui théâtre Tristan Bernard, par Sylvain Dôme à partir du 16 février 1946. La maison de Bernard d'Alba, qui est la dernière pièce de García Lorca, mise en scène par Maurice Jacquemont au studio des Champs-Élysées, où il en est le directeur depuis le 22 décembre 1945. Mais surtout, Divine Parole, tragicomédie en 3 journées de Valle-Inclán, qui est montée au théâtre de Mathurin par la Compagnie du Rideau de Paris de Marcel Héron depuis le 12 février 1946. Voilà des éléments qui nous guident dans la recherche des raisons de la passion de Camus pour le théâtre et pour l'Espagne, qui n'apparaît pas sans borne. Et c'est justement ces frontières qu'il faudrait chercher ici et par la suite. Si l'on voulait encore justifier le choix du sujet du colloque, je voudrais citer un absent, Jean-Yves Guérin, un camusien qui, avec Pierre-Louis Rey, David Walker, Raymond Gay-Grosier et Evgueni Kouchkine, constitue le noyau des spécialistes du théâtre de Camus. À l'occasion du numéro monographique de la revue d'histoire littéraire de la France consacrée à Camus en 2013, l'année du centenaire, Guérin affirmait, je cite, « À l'université, Camus est un auteur dont on met souvent les écrits dans les programmes de licence. Des étudiants viennent nombreux du Japon, d'Algérie, d'Italie, faire en France leur thèse sur son œuvre. Aucun professeur de littérature française en activité ne lui a consacré la sienne. Roger Quillot et Jacqueline Lévy-Valency, les pionniers, n'ont pas fait école. Alors que les études camusiennes prennent tôt leur essor aux États-Unis, qu'elles sont prospères en Allemagne et au Japon, elles se sont développées tardivement dans notre pays. Ici et là, elles fonctionnent trop souvent en vase clos. Les travaux se répètent et répètent souvent les mêmes idées toutes faites. Les biographies de l'auteur sont l'œuvre de journalistes ou d'écrivains, pas d'universitaires. La comparaison avec les études proustiennes ou claudéliennes est nettement en faveur de ces dernières qui, depuis des dizaines d'années, font le pari de la jouvence. Une œuvre n'est pas la propriété de ces spécialistes. Comme le théâtre est les parents pauvres des études camusiennes,
Un autre choix a été de lui donner la place que les colloques du centenaire et les ouvrages récents ne lui donnent pas. Fin de la citation. L'affirmation « le théâtre et les parents pauvres » et la mention d'un retard face aux études sur Claudel ou Proust ont été des raisons supplémentaires qui ont poussé à trouver une occasion pour réfléchir autour du théâtre de Camus et à organiser le premier colloque sur le théâtre de Camus à Paris. Pour conclure, je voudrais parler d'un mariage qu'on essaie de mener à bien ici. En Italie, et voilà la petite touche italienne, quand on parle d'une chose difficile à réaliser, on utilise une formule très connue, tirée de celui qui est considéré comme le premier roman italien, I Promessi Sposi, Les fiancés d'Alessandro Manzoni. Voici l'expression. Questo matrimonio non s'ha da fare né ora né mai, qui dans la traduction d'Yves Branca pour Gallimard donne « Ce mariage ne doit pas se faire ni demain ni jamais ». À cela, je réponds que le mariage entre les études sur le siècle d'or et les études camusiennes se fera ici, aujourd'hui et demain. Je vous souhaite la bienvenue au colloque Le théâtre d'Albert Camus et le siècle d'or.